Depuis Valence jusqu'en terre catalane, ces régions qui bordent la mer Méditerranée ont vu se développer une culture au caractère fortement marqué. Les souvenirs d'un passé glorieux sont omniprésents. Mais autre chose caractérise ces régions, un spectaculaire développement d'une audacieuse modernité. C'est ici que commence notre périple à Valence, qui a su préserver son patrimoine historique avec son ancienne bourse des marchands de soie. Construite au XVe siècle dans un style gothique flamboyant, la bourse de la soie, la Lonja, a été inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. À l'intérieur de la Lonja, c'est l'élégance de ces fines colonnes torsadées qui s'ouvrent à leur sommet en arches délicates. C'est encore le raffinement de toute l'architecture intérieure. Et de nos jours, la beauté a également été préservée lors du développement urbain. L'insolite nous attend souvent au coin de la rue. Insolite extrême quand il coexiste harmonieusement du reste avec une modernité très futuriste, comme ici à la Cité des Arts et des Sciences de Valence. À 145 km au nord de Valence, dans la petite ville de Peñíscola, règne une atmosphère bien particulière. Peñíscola est une oasis de paix où l'on cultive l'art de la sérénité et de la détente.
À Peñíscola, on reste zen en toutes circonstances. Le temps semble s'être arrêté derrière les murs de la citadelle qui enserre la vieille ville. Au cœur de la citadelle, Bouddha nous invite à partager sa sérénité. La couleur qui nous accueille ici est le bleu de la Grèce. La forteresse a connu son heure de gloire au XVe siècle, lorsque le pape Benoît XIII, Pedro de Luna, surnommé Papa Luna, vexé d'avoir été déclaré persona non grata à Rome, vint se retirer à Peñíscola pour en faire une cité papale. Peñíscola n'a pas oublié Papa Luna. Peñíscola n'a pas oublié non plus ses traditions, avec ce Toro de Fuego, organisé sur une petite place de la ville. Ceci n'est pas une corrida, pas de banderille, pas de picador, pas de mise à mort, c'est juste une sorte de défi audacieux lancé à l'animal, un jeu dangereux où il s'agit de montrer sa bravoure devant la terrible menace de ses cornes. Fin de la première partie du spectacle. La deuxième bête sera-t-elle aussi fougueuse ? Et pour faire sortir l'animal de l'arène, c'est facile, il suffit de lui présenter une vache. La nuit est venue. Pour clore le spectacle, c'est le moment où va se justifier l'expression « Toro de Fuego », le taureau de feu. Deux boules de chanvre que l'on va enflammer sont solidement fixées au bout des cornes de l'animal pour éviter qu'il soit brûlé.
Laissons derrière nous le monde de la tauromachie pour entrer dans un autre monde. Entrons en Catalogne pour atteindre 250 km plus au nord le site de Montserrat. Ici, la montagne sacrée des Catalans nous écrase de sa grandiose majesté. Ce lieu, baigné de solitude, a tout naturellement attiré mystiques et moines qui y ont édifié leur monastère dès le XIe siècle. Monastère qui fut reconstruit au XIXe siècle après avoir été détruit par les troupes napoléoniennes en 1811. L'objectif principal des moines qui vivent dans cette abbaye est de conserver Montserrat comme lieu de prière et de recueillement. Aujourd'hui, Montserrat est l'un des lieux les plus visités de la Catalogne. La route nous emmène maintenant tout au nord de la Catalogne, près de la frontière française, jusqu'au petit village de Béget, à l'écart des circuits touristiques. Béget est un village de montagne très isolé. La route n'y est parvenue qu'en 1965. Béget, village de pierre, silencieuse quiétude des villages d'antan. À quelques kilomètres seulement au nord de Béget, dans les montagnes du nord de la Catalogne, un étrange village est perché en équilibre sur une longue falaise composée d'orgues basaltiques. C'est Castellfollit de la Roca. À Castellfollit de la Roca, minuscule village médiéval, on peut percevoir la forte présence du passé. Quant à l'ancienne église de San Salvador, elle a été désaffectée, mais elle reste la gardienne d'une vieille tradition catalane. La tradition des gigantes del pueblo, les géants du village. Ils se nomment Roc et Barbara. Lors des fêtes traditionnelles, ils sont sortis et promenés dans les rues par les gens du village qui alors portent ces masques. À une quarantaine de kilomètres à l'est de Castellfollit de la Roca, faisons un grand bond en avant dans l'histoire pour entrer dans la Catalogne moderne
dans la ville de Figueras. C'est ici, à Figueras, qu'est né en 1904 un artiste à l'inspiration follement révolutionnaire, Salvador Dalí. Et c'est ici, dans les années 1960, que Dalí a décidé de construire ce qu'il a appelé son théâtre-musée. Sur les murs extérieurs, le pain, l'un des symboles favoris de Dalí. Autre thème récurrent chez Dalí, le thème de l'œuf, qu'il voyait comme un symbole de fécondité et de renouveau. L'œuf est encore présent dans sa maison située sur la côte, à une trentaine de kilomètres de Figueras, dans la crique de Port Lligat. Voici la maison où il s'installa dès 1930 et où il vécut jusqu'en 1982. À 20 minutes à pied de Port Lligat, dans le village de Cadaqués, hommage est rendu à Salvador Dalí. Sur la plage, au cœur de Cadaqués, le maître catalan du surréalisme pose pour l'éternité. Cadaqués, beauté unique de son environnement. Cadaqués, c'est aussi une authenticité encore préservée. Ici, l'art est descendu dans la rue. Beauté émouvante de ce petit village au charme fou. Après cette escale lumineuse à Cadaqués, il faut quitter le bord de mer pour atteindre à 70 km plus au sud la grande ville de Gérone. Attirant toutes les convoitises par ses richesses, Gérone a dû longtemps se protéger des envahisseurs derrière ses remparts.
Depuis les remparts, l'œil est attiré par une énorme construction, la cathédrale de Gérone. Construite entre le XIVe et le XVIIe siècle, cette cathédrale est le plus grand édifice religieux de Catalogne. La nef centrale, de style gothique, serait la nef la plus large du monde après celle de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le baldaquin du maître-autel du XIVe siècle est en argent. Et tout autour de la nef, des chapelles couvertes d'or. Suivons l'appel de la trompe d'or pour aller découvrir maintenant le trésor. Cette croix de procession de 1503 est couverte d'or, de perles et d'argent. Ici, c'est une Bible du XIIIe siècle. Et là, une pièce unique en Europe, le tapis de la création. Cette pièce du XIe siècle représente les premiers chapitres de la Genèse, avec entre autres la création de l'homme, de la femme et des animaux de la terre. Après la création du monde, c'est l'histoire de l'humanité, depuis Noé, qui est contée sur les frises qui ornent les piliers du cloître. Pour retrouver le calme et la paix du cloître, il suffit de passer le pont de fer, construit par Gustave Eiffel sur le Rio Ognar. Tout le long du Rio, cette harmonieuse symphonie de couleurs est l'une des marques de la ville de Gérone. Au sud de Gérone, retour sur la côte, jusqu'au joyau de la Costa Brava, Tossa de Mar. Avec sa longue plage bien protégée, Tossa de Mar connaît actuellement un gros succès touristique. Au bout de la plage, les remparts du XIIe siècle ont été déclarés monuments historiques. La mer qui enveloppe Tossa de Mar de son éclat est très appréciée des estivants et des plaisanciers.
Blottie derrière ses remparts, la vieille ville a gardé tout le charme de son cachet médiéval. Une autre œuvre d'art embellit la vieille ville, cette statue érigée en 1998 en hommage à l'actrice américaine Ava Gardner. En 1950, l'industrie hollywoodienne débarqua à Tossa de Mar pour tourner le film Pandora, avec Ava Gardner en vedette principale. C'est ainsi qu'Ava Gardner, faisant la célébrité de Tossa de Mar, fut à l'origine du boom touristique de la ville. Quittons maintenant Tossa de Mar et pour notre ultime découverte de la Catalogne, rejoignons une métropole unique, Barcelone. Barcelone, qui est à l'image de ses statues, symbolisant le progrès. Mais ici, le progrès n'altère en rien la beauté de cette ville. À Barcelone, beauté rime souvent avec insolite. Belle extravagance encore au Palais de la Musique. À l'intérieur du Palais de la Musique, que ce soit dans l'entrée ou dans la cafétéria, c'est le même délire dans la conception du décor.
Cette merveille architecturale a été déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. La beauté a aussi été préservée par les urbanistes qui ont pris soin de border d'arbres les grandes avenues. Présence encore de la nature avec, dans le sud de Barcelone, le grand parc de la Ciutadella, parc embelli par quelques remarquables œuvres d'art comme cette statue d'Esconsol, chagrin inconsolable. Le célèbre architecte catalan Antoni Gaudí participa dans sa jeunesse à la conception de cette cascade monumentale. Majesté de la cascade, majesté de la place de Catalogne, qui prend un petit air d'Italie avec son décor et ses statues. En quittant la place de Catalogne vers le sud, on se trouve tout de suite sur la célèbre Rambla avec son flot continu de touristes. Et là, au niveau du métro Liceo, cette mosaïque, création de l'artiste catalan Joan Miró. Et à quelques dizaines de mètres de là, une véritable institution, le marché de la Boqueria. Lorsqu'on entre dans ce marché, deux constatations s'imposent. C'est tout d'abord la place conséquente occupée par la charcuterie, et c'est surtout l'importance d'un produit quasiment élevé au rang d'emblème national, le jambon entier. On ne peut que remarquer également le soin apporté à la présentation des produits. Tous les étalages sont minutieusement rangés, ornés et décorés avec raffinement. Ce souci d'ornementation, omniprésent dans ce marché, nous allons le retrouver partout à Barcelone, en particulier dans l'architecture urbaine. La plus grande attention a été accordée à tous les décors et ornements destinés à embellir divers édifices de la ville.
L'urbanisme catalan ne craint pas le mélange des genres. On peut voir ainsi coexister le style vénitien le plus classique avec l'étonnante tour Akbar, véritable icône de la modernité la plus audacieuse, ou avec cette voile, la Vela, surnom donné à cet hôtel. Barcelone, véritable laboratoire architectural, surnommé la ville des prodiges. Barcelone, ville des originalités les plus renversantes. Même vision fantastique pour les sculptures animales. Celle-ci s'intitule « La girafe coquette ». La municipalité de Barcelone n'a pas hésité à acquérir cette œuvre du sculpteur colombien Botero, le chat. Voilà une structure métallique bien étrange. Il faut s'en éloigner pour s'apercevoir qu'il s'agit d'un énorme poisson. Cette œuvre fut réalisée en 1992 par un artiste américano-canadien, Frank Gehry, en bordure du port olympique, à l'occasion des Jeux. Ces audaces artistiques ne sont pas chose nouvelle à Barcelone. En fait, dès la fin du XIXe siècle, un mouvement révolutionnaire est né ici, le modernisme. Libre cours a été laissé à l'imagination. La notion classique de symétrie a cédé la place à la grâce de la ligne courbe, comme ici à la Casa Comalat, immeuble résidentiel conçu en 1911 par Salvador Valeri Pupurul. Quant à la Casa Lieu Morera, érigée en 1906, elle est connue pour ses variations florales et quelques autres fantaisies de Luis Domènech i Montaner. Seulement quelques mètres plus loin, c'est Joseph Puig i Cadafalch qui construisit la Casa Amatller, autre façade du modernisme catalan. Et collé à la Casa Amatller, venant compléter ce trio exceptionnel, un chef-d'œuvre du grand maître du modernisme, Antoni Gaudí, la Casa Batlló. Gaudí construisit la Casa Batlló entre 1904 et 1906. Ici s'exprime toute sa fantaisie créatrice, empreinte d'un lyrisme qui ne connaît pas de limites. À l'intérieur de la Casa Batlló, c'est le règne absolu de la ligne courbe, en un jeu subtil de spirales, d'arcades et de vagues ondulantes. La douceur des lignes arrondies est toujours présente dans l'astucieuse conception et dans la décoration de ce puits de lumière, magnifié par l'utilisation de la céramique.
Ces talents de céramiste qui ont inspiré Gaudí ici se sont également exprimés lorsqu'il créa le parc Güell. Entrer dans le parc Güell, c'est entrer dans un monde enchanté, un monde fantastique, avec ses pavillons comme inspirés d'un conte de fées. Gaudí a toujours aimé représenter des animaux fantastiques. C'est un terrible dragon qui accueille les visiteurs. Thème récurrent chez Gaudí, les lignes ondulantes de cette balustrade. S'écartant de la conformité qui veut qu'une galerie soit soutenue par des piliers verticaux, Gaudí a préféré cette vision onirique. Et voici la maison de Gaudí, certainement la plus célèbre, la Casa Mila, appelée aussi la Pedrera. À l'intérieur, un profond puits de lumière débouche sur une terrasse féerique où le génie créateur de Gaudí s'exprime dans toute sa folle démesure. Sur cette terrasse se dressent de bien étranges cheminées. Paysage fascinant, peuplé d'une armée d'inquiétants chevaliers masqués. Et voici ce qui est considéré comme la plus grande œuvre de Gaudí, tâche à laquelle il consacra les 43 dernières années de sa vie, la sublime basilique de la Sagrada Familia. Après la mort accidentelle de Gaudí en 1926, les travaux de construction de la Sagrada Familia ne continuèrent que sporadiquement, pendant 60 années. Et ce n'est qu'en 1986 que quelques architectes prirent sérieusement la relève. Parmi eux, Josep Maria Subirach réalisa les statues de la façade de la Passion et la Mort. Mais le travail de Subirach provoqua de violentes controverses. Ce fut, pour reprendre les mots de Jean Cocteau, l'une des plus grandes polémiques du siècle. Beaucoup pensaient en effet que le style plus moderne de Subirach n'était absolument pas en harmonie avec tout ce que Gaudí avait créé avant lui.
dès qu'on pénètre à l'intérieur de la Sagrada Familia, on reçoit un véritable choc devant la puissance, l'audace et l'originalité de cette œuvre unique au monde. L'émotion est forte devant cette forêt fantastique de colonnes arborescentes qui se dressent en majesté jusqu'à 45 mètres de hauteur. Modelant la matière et les formes, Gaudí a également joué avec les couleurs. Autre vision particulière, le Christ sous un dais suspendu au-dessus de l'autel. En ce lieu où les prières montent vers le ciel, Gaudí a su diriger le regard des fidèles vers le haut, vers ce plafond où se déploie une force créatrice d'une audacieuse beauté. Cette exaltante vision féerique se retrouve sur la façade principale de la Sagrada Familia, la façade de la Nativité. Chef-d'œuvre absolu de Gaudí, cette façade de la Nativité a été classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Dans son décor exubérant et symbolique, cette grande œuvre, inspirée de l'Ancien et du Nouveau Testament, est le reflet du profond mysticisme de Gaudí. Gaudí, en un violent contraste, a opposé l'horreur du massacre des innocents à ce message de paix représenté par ces colombes placées symboliquement entre les hautes tours de la Sagrada Familia. Dès le début du XXe siècle, les œuvres de Gaudí et des modernistes, s'opposant à la domination de Madrid, proclamaient avec force l'identité catalane. De nos jours, cette quête identitaire du peuple catalan est plus forte que jamais. Et elle se manifeste par exemple dans la perpétuation passionnée des traditions catalanes, comme dans cette parade des géants.
et c'est l'occasion de jouer l'hymne catalan. Autre tradition catalane encore respectée aujourd'hui, la construction de pilares, ces pyramides humaines. Cet enfant que l'on fait participer à la construction du pilar, n'est-il pas le symbole même de la transmission aux générations futures des traditions et de la culture catalane ?